Stardew Valley, c'est un jeu où tu plantes des graines, t'arroses, tu récoltes. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on imagine quand on n'y a jamais joué. À vrai dire, c'est un peu ce que je pensais aussi. Pourtant, c'est bien plus que ça. Les champs, au final, ça représentera à peine 10% de tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Mais c'est là que tout commence. Et avant de planter la première graine, il faut comprendre pourquoi on est venu ici. Alors que je travaille durement chez Joja, des journées qui se ressemblent, où l'humain a plus vraiment sa place, je repense à cette lettre que mon grand-père m'a laissée avant sa mort. Une lettre à n'ouvrir que quand la vie deviendrait trop lourde. Dedans, il me lègue sa ferme, quelque part à Stardew Valley, l'endroit idéal pour recommencer. Et si je vous disais que tout ça, c'est pas juste l'histoire du jeu, ça résonne avec celle de son créateur, Eric Barron, alias Concerned Ape. Il a développé Stardew Valley tout seul, consacrant 10 heures par jour, tous les jours, pendant 4 ans, au point qu'à la sortie, il détestait son propre jeu. Dans une interview, il prononce une phrase simple mais puissante: « Tu devrais être libre de t'épuiser au travail, mais pas d'imposer cet épuisement aux autres », faisant directement écho à Joja et à cette culture du travail jusqu'à l'épuisement. Mais cette fois, pas pour les autres, pour soi. Alors c'est parti, direction Stardew Valley, ou plus précisément Pédicanville, là où se trouve la ferme que mon grand-père m'a léguée. C'est devant notre ferme, ou plutôt ce qu'il en reste, qu'on rencontre Robin, la charpentière, et Lewis, le maire du village. C'est que 2 habitants parmi tant d'autres qu'on aura l'occasion de rencontrer. Mais pour l'instant, il est temps de défricher, nettoyer et préparer la zone qui servira à bâtir notre ferme. J'ai quelques outils et quelques graines de panais laissées par le maire pour bien commencer. Et c'est tout. Une fois mes premières graines plantées, c'est l'occasion de découvrir le village. Un magasin, une clinique, une forge, un musée et plein d'autres trucs plutôt sympas. Certains qui attirent notre curiosité. Il y a un cimetière avec des tombes et il y a 7 tombes avec une inscription dans une langue que je comprends pas encore. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Aucune idée. Mais vous verrez, c'est que le début. Regardez, vous voyez ces images du jeu? Sachez qu'elles proviennent de la version mobile. Et ça me permet de faire la transition sur le partenaire de la vidéo, le Red Magic 11 Pro. Et je vous le dis tout de suite, si vous aimez jouer sur téléphone, c'est une dinguerie. Le Red Magic 11 Pro embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus rapide du monde sur mobile, épaulée par la Red Core R4, dédiée au gaming. Tout tourne en ultra, fluide, sans la moindre baisse d'image. Il y a un nouveau système de refroidissement, Aquacore, le premier smartphone au monde avec refroidissement liquide visible. Regardez, on voit le liquide circuler littéralement. Mais aussi un ventilateur waterproof à 24 000 tours par minute, un conduit en aluminium utilisé dans l'aérospatial, 2 chambres à vapeur 3D de 13,116 mm et un métal liquide composite 3.0. En gros, il va jamais surchauffer. Et le design est plat, sans bosse de caméra, avec un dos transparent et des effets RGB qui rappellent les setups gaming. Il y a une batterie de 7500 mAh avec charge rapide, donc tu peux farmer sur Stardew Valley toute la journée sans te soucier de l'autonomie. L'écran, c'est un AMOLED 6,85 pouces à 144 Hz et une luminosité de 1800 nits. Regardez comme le jeu est beau, les couleurs sont éclatantes, les détails ressortent super bien, le gameplay est fluide. Il y a aussi le Game Space, un mode qui optimise les performances, les vibrations, le son et même un assistant IA qui analyse tes parties pour t'aider à progresser. Que tu joues chill dans ton lit à Stardew Valley ou que tu lances une partie compétitive sur Call of Duty Mobile, le Red Magic 11 Pro est prêt. Le lien est dans la description, allez jeter un œil, surtout qu'il y a une offre Early Bird à partir du 13 novembre. Pour 1 €, vous pouvez réserver votre accès anticipé au téléphone une journée avant sa sortie officielle, le 18 novembre, avec en bonus 30 € de réduction. Merci à Red Magic de soutenir cette vidéo et merci à tous ceux qui iront jeter un œil, ça me soutient et m'aide à maintenir ce rythme. Et sans plus attendre, revenons où nous en étions. En se baladant et en découvrant tous ces lieux, le temps passe vite, tellement vite qu'on s'en rend pas compte, jusqu'à ce qu'il soit déjà 2 h du matin. Et si on dort pas, on s'évanouit. Alors, prochaine fois, faudra faire plus attention à l'heure. Malgré cette petite erreur de débutant, je commence mon aventure avec de la chance. Cette première nuit, une fée est venue enchanter mes plantations. Et plutôt que ça prenne 4 jours à pousser, là, c'était instantané. Bon, faut pas qu'on s'habitue à ça parce qu'il y a certaines graines qui demandent beaucoup plus de patience. Justement, en dehors de l'agriculture, il y a 5 grandes compétences à développer pour avoir des bonus et de nouvelles recettes. Cultiver, miner, pêcher, cueillir et combattre. On obtient de nouvelles ressources, parfois rares, parfois précieuses, et quand on les dépose dans cette boîte à côté de la maison, on gagne de l'argent. C'est comme ça qu'on va gagner notre vie. Pour l'instant, c'est pas grand chose. En partant explorer les mines pour trouver des minerais qui vont me servir à améliorer mes outils, je suis tombé sur des monstres. Parce que oui, je vous l'ai dit, il y a du combat. Et pas qu'un peu. Il y a plein de monstres différents, d'un simple slime à des insectes, allant jusqu'à des fantômes et des trucs encore plus dangereux. Mais ça, on n'est pas prêt du tout. Plus on s'enfonce dans cette mine, plus les minerais et ressources sont intéressantes, mais plus les monstres sont dangereux aussi. Et pour l'instant, je fais clairement pas le poids.
Alors je vais tranquillement rester dans les premiers niveaux de la mine pour récupérer suffisamment de cuivre, puis je vais à la forge et je demande à Clint d'améliorer tous mes outils. Grâce à ça, je peux travailler plus efficacement et rapidement, et évidemment, il y a encore d'autres améliorations possibles. En tuant plusieurs slimes, j'ai eu le droit d'accéder à la guilde des aventuriers proche de la mine, dans laquelle je peux acheter et vendre des équipements, alors je vais investir mes premiers bénéfices dans cette belle lame de Templier, qui devrait bien m'aider dans mon aventure. Mais à côté de ce qui semble être devenu ma mission principale, explorer les mines et tuer tous les monstres, il faut aussi que je me focalise sur tout le reste. Les journées passent très vite, même en me levant à 6h du matin et en me couchant à 1h50 juste avant l'évanouissement. Entre les cultures à arroser, la pêche, les explorations, les quêtes, les dons d'objets rares au musée et plein d'autres choses importantes, la nuit tombe très vite. Et au final, on a l'impression d'avoir presque rien fait. Pourtant, on progresse. Petit à petit, je monte en niveau dans chaque compétence, notamment en agriculture, où j'arrive enfin au niveau 6, qui me permet de débloquer les arroseurs de qualité. Et ça va tout changer. Parce que désormais, plus besoin d'arroser à la main, ça s'arrose tout seul, c'est du temps gagné pour tout le reste. Et ça fait déjà 2 semaines qu'on a commencé notre nouvelle vie. D'ailleurs, au milieu du printemps, le village organise son premier événement de l'année, la fête des œufs, une chasse aux œufs à travers tout le village où le vainqueur repart avec ce magnifique chapeau de paille. Voilà, là j'ai une allure de fermier. Ce genre d'événement et festival, il y en a tout au long de l'année, l'occasion de créer des liens, d'acheter des ressources inédites, et c'est le genre d'occasion parfaite pour se poser et profiter un petit peu de ces moments de calme. Profiter c'est bien, mais le temps avance, et la fin de l'été approche déjà. Il faut continuer à faire évoluer cette ferme. Ça commence d'abord par l'installation d'une grange et d'un poulailler qui vont permettre d'abriter des animaux. Qui dit animaux dit il faut les nourrir, alors on construit un silo pour stocker l'herbe qui servira de nourriture. J'ai même fait construire une étable avec un cheval qui va me permettre de me balader bien plus rapidement d'un point à un autre. Je peux agrandir ma maison pour avoir plus d'espace, plus de confort, et j'ai même une cuisine maintenant. Et attention, la meilleure chose, j'ai adopté un chien. Je vous laisse choisir son nom dans les commentaires. Puis pas très loin, il y a ce bâtiment délabré qui est en fait une serre, qui me servirait à faire pousser des cultures toute l'année, peu importe la saison. Parce que oui, si je veux faire pousser des graines de printemps en été, elles meurent aussitôt. Mais pour l'instant, je peux pas encore reconstruire la serre, et ça me permet de faire la transition sur un moment crucial de l'aventure. Le maire Lewis nous montre le centre communautaire, ou plutôt ce qu'il en reste. Un bâtiment laissé à l'abandon qu'on peut restaurer en apportant diverses ressources. Mais pas très loin se trouve le marché Joja, qui nous offre le choix de devenir partenaire Joja pour construire un entrepôt, à la place du centre communautaire, et donc de le détruire. Soit on restaure le centre communautaire pour redonner vie au village dans un esprit d'entraide, soit on mise sur Joja, où tout s'achète, tout se vend, en oubliant l'esprit de communauté. Chaque choix a ses avantages, mais nous, on va évidemment choisir le centre communautaire car, rappelez-vous, le nom Joja, ça devrait vous parler, c'est le bureau où on travaillait avant de tout quitter pour cette nouvelle aventure. Revenir vers eux, ce serait comme trahir la raison même de notre départ. Alors on va choisir le centre communautaire, et en réalisant quelques quêtes, on va débloquer la restauration de la serre. Cette fameuse serre, très utile pour la suite, surtout avec l'hiver qui approche. D'ailleurs, en parlant de quêtes et de communauté, on comprend vraiment qu'ici, rien ne se fait seul. Chaque habitant a sa routine, son histoire, ses petites habitudes. Plus les jours passent et plus on réalise de quêtes, plus ses visages deviennent familiers et on aborde une partie primordiale du jeu, les relations. Pour chaque personnage, tu entretiens une relation, que ce soit en leur parlant simplement, en les aidant ou en leur offrant des choses qu'ils aiment. Et à mesure que les liens se tissent, des petits cœurs apparaissent à côté de leur portrait, des cœurs symbolisant le niveau d'amitié. Et parfois, un peu plus que ça. Moi, c'est avec Léa que j'ai décidé d'aller plus loin. Une artiste qui vit seule dans sa petite cabane au sud de la ferme. Comme moi, elle a quitté la ville pour se consacrer à ce qu'elle aime vraiment. Elle sculpte, elle peint, et puis il y a cette histoire avec son ex qui veut la faire revenir en ville et qui méprise sa passion. Je vais pas entrer dans les détails, mais c'est pour dire que tous les personnages de Stardew Valley ont leur histoire, leurs failles et leurs rêves. Jour après jour, je passe la voir, je lui offre des cadeaux, et à force, j'atteins le nombre maximal de cœurs. Parmi toutes les quêtes, il y en a tellement que je pourrais aborder, celle du magicien, les ratons laveurs, cette espèce de créature, ou même les notes secrètes qu'on peut ramasser, notamment cette note qui m'intrigue particulièrement, qui m'indique que quelqu'un m'attend au niveau 100 de la caverne du crâne. Mais c'est quoi cette caverne? J'en ai jamais entendu parler. En fait, cette caverne se trouve dans le désert de Calico, une zone accessible uniquement par bus. Alors en réparant l'arrêt de bus, je peux m'y rendre. Sur place, il y a un marchand, une boutique et ces 3 piliers. Je sais pas à quoi ils servent, est-ce qu'il faut creuser, est-ce que je peux interagir, j'en sais rien. Bon, passons, car on arrive à notre objectif, cette fameuse caverne du crâne. J'ai mon épée, c'est parti.
Ok, je fais clairement pas le poids. J'ai atteint le dernier niveau de la mine du village, alors je pensais que ça irait, mais là, c'est un autre niveau. Alors pas le choix, il me faut de l'argent pour m'améliorer. Pendant que j'essayais de me faire de l'argent, il y a un jour, le matin, en sortant de ma maison, surprise, une de mes citrouilles est énorme. C'est un événement rare qui peut arriver, mais ça fait plaisir, c'est encore plus de citrouilles à récolter et donc encore plus d'argent. Fini la lame des Templiers. Là, je peux m'acheter la meilleure épée disponible, le katana de lave, avec des anneaux de rubis qui augmentent mes dégâts, des bottes qui me donnent plus de défense, et encore mieux, j'ai vraiment optimisé, j'ai acheté 2 livres qui m'apprennent à courir plus vite. J'ai aussi fabriqué un maximum de beignets de crabes, j'ai trouvé tellement de crabes grâce au casier que j'ai mis dans l'eau, alors j'en ai profité et ça permettra de reprendre ma vie et mon énergie rapidement. Je suis prêt, c'est parti, j'y retourne. Ok, cette fois ça s'est bien passé, je suis pas mort. Mais je suis arrivé qu'au niveau 44 de la caverne. Moi, je vous le rappelle, j'ai reçu cette note qui m'a demandé d'aller au niveau 100. Et honnêtement, ça semble impossible. Alors, j'ai analysé la caverne et son fonctionnement, je vous explique. Le principe est simple. T'as plein de minerais différents, des monstres qui viennent t'embêter, mais le but, c'est de descendre. Il faut alors trouver une échelle ou un trou par hasard en cassant les rochers. L'échelle fait descendre d'un étage, et le trou peut t'en faire descendre plusieurs d'un coup, jusqu'à 15 si t'as un peu de chance. Le problème, c'est le temps. Le bus part qu'à partir de 10h10 du matin. Il faut ensuite explorer la caverne, espérer avoir de la chance et ne pas oublier de reprendre le bus la nuit avant de s'évanouir. Cette fois, je vais optimiser le temps et dormir dans une tente, qui permet de dormir ailleurs qu'à la maison, et comme ça, si je dors devant la caverne, pas besoin d'attendre le bus. Et je gagne 4 heures d'exploration. Ça suffit toujours pas. Alors voilà la stratégie ultime. Fabriquer un maximum de bombes qui vont détruire les rochers et permettre de trouver des trous plus rapidement qu'avec ma pioche. Mais aussi fabriquer un maximum d'escaliers. Un escalier, c'est simple, tu peux le poser et descendre directement d'un étage. Donc théoriquement, je peux fabriquer 100 escaliers et descendre les 100 étages. Mais ça demande un nombre absurde de pierres. Et puis, c'est quand même plus marrant avec des bombes, non ? J'arrive enfin à l'étage 100, et là, quelqu'un m'attend. Un certain monsieur QI, je sais pas comment ça se prononce, qui me félicite d'avoir atteint cet étage. Il me donne en récompense un lait de serpent d'iridium, censé augmenter ma santé de 25 points. Honnêtement, pour tout l'investissement, c'est vraiment pas dingue. Mais c'est pas grave car en descendant ces 100 étages, j'ai eu beaucoup de choses super intéressantes. D'abord, des minerais d'iridium, qui vont me permettre d'améliorer mes outils et mes équipements en leur meilleure version. Et c'est vraiment utile, regardez là-haut, maintenant si je reste appuyé, je peux labourer la terre sur une très grosse zone. Le temps gagné de fou. Mais aussi, je peux casser plus vite et je peux tout casser. Attendez, ça me rappelle un truc. Tout en haut du village, il y a un gros rocher, que je pouvais pas casser. Là c'est bon, avec cette pioche je vais pouvoir le casser. Bon, ok, toujours pas. Je sais pas à quoi ça sert. C'est quoi ce rocher? Est-ce que c'est une prochaine mise à jour? Je peux pas y accéder encore? Mais attendez, je peux tricher là, non? Je peux longer par la droite ou pas là? Si je passe par là. Oui, j'ai réussi à contourner le rocher là. J'ai une cinématique qui se déclenche, et il y a Monsieur Qui, le même qui m'attendait au niveau 100 de la caverne du crâne. Il m'attend là aussi, et il m'engueule parce que j'ai triché. Ça a été prévu par le jeu que les petits malins comme moi contournent le rocher. Ok, mais du coup, il y a quoi en vrai derrière ce rocher? Je veux savoir. Bref. Également, dans cette expédition, j'ai trouvé plein d'objets rares pour le musée, dont ces 4 parchemins de nains qui vont m'être bien utiles, vous verrez. Mais aussi, cette pierre mystérieuse et extrêmement rare, depuis le temps que je tape des créatures et récolte des minerais, c'est la première fois que je vois ce truc. Un tesson prismatique. Je sais pas à quoi ça sert, je suis bien tenté de le vendre ou de le donner au musée, mais je sens qu'il faut que je le garde. Et j'ai bien fait. En fait, ces 4 parchemins de nains, en les donnant au musée, ça m'a donné un manuel de traduction de la langue des nains. C'est-à-dire que désormais, je peux comprendre cette langue. Et vous allez me dire, ok, à quoi ça sert? Mais rappelez-vous, au tout début,
Certains qui attirent notre curiosité, il y a un cimetière avec des tombes, et il y a 7 tombes avec une inscription dans une langue que je comprends pas encore. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Aucune idée. Normalement, je peux lire ce qu'il y a sur la tombe, c'est à ça que ça sert. Tenez-vous entre les 3 piliers avec un cadeau aussi précieux que le ciel, un arc-en-ciel forgé de la terre, pas de la mer, alors les galaxies entendront ton appel. Vous avez compris? Tout est lié. Tenez-vous entre les 3 piliers, c'est ces 3 piliers bizarres du désert de Calico, et un arc-en-ciel forgé de la terre, c'est ce minerai multicolore que j'ai obtenu dans la caverne. C'est sûr que c'est ça. Le tesson prismatique s'est transformé en épée galactique, une arme mythique, bien plus forte que toutes les autres, sûrement l'une des plus puissantes du jeu. Évidemment, j'ai voulu tester mon épée, qui est trop forte. Et je suis d'ailleurs descendu encore une fois dans la caverne, étage 100, et même plus bas encore, j'ai eu envie de voir si ça s'arrête à l'étage 120 comme dans les mines du village. Mais non, ça continue. Bon, j'avoue, là j'ai regardé sur internet pour voir combien il y a d'étages au total, et j'ai bien fait de regarder parce qu'il y en a 2 147 483 647. Ouais, c'est infini quoi. Ce que vous voyez pas dans cette aventure, c'est que tout paraît très rapide quand je vous le raconte, mais en réalité, ça fait déjà 3 ans que l'aventure a commencé. Entre-temps, la ferme s'est encore agrandie, les champs se sont multipliés, les animaux aussi, plus de production, plus de ressources, et donc encore plus d'argent. Avec Léa, on s'est mariés, elle a carrément emménagé à la ferme pour travailler et m'aider de temps en temps. La maison s'est agrandie parce que la famille aussi s'est agrandie. Ouais, on a un gosse. Et le centre communautaire est enfin terminé. Tous les habitants sont présents pour admirer le résultat. Le maire Lewis est heureux et il me remet le trophée des héros de Stardew Valley, que je vais fièrement placer à côté de la tombe de grand-père comme un hommage. Parce qu'au fond, c'est grâce à lui si on en est là aujourd'hui. Mais quelqu'un arrive, Maurice, le propriétaire du marché Joja qu'on a refusé d'aider. Il vient se plaindre que tous ses clients ont disparu. Au final, le marché Joja est abandonné et le magasin général de pierre qui souffrait de cette concurrence déloyale sera désormais l'unique magasin du village. C'est un bel adieu de cette ancienne vie où on s'épuisait pour cette entreprise sans visage. Suite à la restauration du centre, nous recevons une lettre de Willy, le pêcheur et propriétaire de la poissonnerie. Il nous invite à le rejoindre à l'arrière-boutique. Là, je découvre un vieux bateau en ruine, qu'on peut réparer contre beaucoup de ressources. En réparant ce bateau, il serait normalement possible d'explorer de nouveaux horizons. Alors, je me remets au travail. Une nuit, alors que je continue à récupérer du bois dur tous les jours pour réparer le bateau, il y a eu ce bruit. Le lendemain, je découvre. Une météorite est tombée dans mes champs. Oui. Je me suis renseigné et il y a 1% de chance que ça arrive. Alors c'est de la chance ou de la malchance, je sais pas. Si je la casse, je peux récupérer de l'iridium, des pierres et des géodes. Il y a même une chance d'avoir un tesson prismatique. Mais moi je vais la laisser là cette météorite. C'est tellement rare et elle fait partie de l'histoire. Alors elle restera ici. Bon, pas de temps à perdre, j'ai un bateau à réparer. Une toute nouvelle île. Bienvenue sur l'île Gingembre. L'avantage de cette île, c'est qu'il y a une cabane où je peux dormir en plus de la maison de base. Si Léa et le gosse me saoulent, je peux partir dans la résidence secondaire. Mais surtout ici, il n'y a pas de saison. Je peux planter ce que je veux, quand je veux. Bon, pour nettoyer la zone et la terre, j'ai employé la manière forte. Mais il me restait des bombes de l'expédition de la caverne, alors autant qu'elles servent. Il y a une autre particularité sur cette île, les noix dorées. Il y en a 130 à trouver au total, que ce soit en cultivant, en pêchant, en creusant à des endroits suspects. Regardez ici, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Mais aussi en réalisant des quêtes et des énigmes, ou en tuant des ennemis dans ce gros volcan. Il y en a qui sont particulièrement faciles à obtenir, d'autres beaucoup plus compliqués. Là, fallait mémoriser les couleurs, ça m'a pris 20 minutes dans la vraie vie, sans exagérer. D'ailleurs, dans ce volcan, si on arrive à la dernière salle, il y a une forge dans laquelle on peut enchanter nos équipements, pour rendre l'épée encore plus forte, les outils encore plus efficaces, et même combiner les pouvoirs de plusieurs anneaux. Une vraie évolution dans le gameplay. Je suis devenu trop fort. Sinon, on peut s'aider à la facilité en parlant à ce perroquet de chez Joja. Et on peut acheter toutes les noix directement. Mais nous, on déteste Joja. Alors on va les trouver nous-mêmes, une par une.
Et ces noix dorées, à quoi elles servent exactement? Justement, elles permettent de débloquer les différentes zones de l'île, de transformer cette partie en ferme, mais c'est pas tout. Tu peux installer une station balnéaire pour que les habitants viennent profiter de la plage, installer un moyen de transport rapide entre chaque zone, et même un moyen de rentrer rapidement à la maison. Mais surtout, ça permet de débloquer l'accès à la chambre des noix. Et qui on retrouve dans cette chambre? Monsieur Key, encore lui. C'est sûrement le personnage le plus mystérieux du jeu. Il regarde un écran, il observe les habitants, il est partout et nulle part à la fois. Beaucoup de théories affirment qu'il est au courant de tout, comme s'il brisait le 4ème mur, comme s'il voyait au-delà du jeu lui-même, comme le développeur du jeu capable de façonner les choses. Ce sont que des théories et ça ajoute du mystère dans le jeu, parce qu'il y a des éléments sans réponse. Par exemple ici, c'est rare, mais tu peux croiser un Bigfoot. On sait pas ce qu'il fait ici, on peut rien faire avec lui, mais il existe. Cette chambre des noix, elle nous permet d'avoir de toutes nouvelles quêtes. Des quêtes bien plus compliquées que celles qu'on a connues jusque-là. Mais elle rapporte des gemmes de ki, qu'on peut échanger contre des objets super intéressants pour l'aventure. Perso, j'ai choisi la quête qui me semblait la plus simple, marquer 50 000 points en mode infini sur Johnny Mokart. C'est un jeu d'arcade qui est disponible au Saloon, et ça a pas l'air si compliqué à première vue. C'est impossible. C'est trop dur. J'ai passé des jours entiers dans le jeu à essayer de dépasser les 50 000. Carrément, j'ai perdu des cœurs avec Léa tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais j'ai pas lâché. Regardez ces simples moments de vie. Les papillons, les lucioles la nuit, les festivals, les couleurs qui changent au fil des saisons, et aussi les musiques. Je vous ai pas fait écouter les musiques, mais absolument toutes les musiques sont bien. Voilà déjà 6 ans que mon aventure a commencé. Et il y a une chose dont j'ai pas parlé. Dans cette chambre de noix, il y a une statue, le tracker de perfection. Elle marque le début de la quête de la perfection. Mais c'est quoi la perfection? C'est tout ce qu'on fait depuis le début, mais à son niveau maximal. Récolter toutes les graines du jeu, fabriquer tous les objets, attraper tous les poissons, trouver toutes les noix dorées, atteindre le niveau 10 dans toutes les compétences, atteindre le nombre maximal de cœurs avec tous les villageois et bien d'autres encore. Peut-être que vous vous rendez pas compte, mais c'est un travail absolument colossal de réaliser tout ça. Pour vous donner une idée, seulement 1,8% des joueurs ont obtenu le succès perfection. Pour un jeu qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires, ça fait pas beaucoup. Et à vrai dire, ça a du sens, car c'est pas cette quête de perfection qu'on recherche sur Stardew Valley. Quand on descend de ce bus pour la première fois, on pense pas à tout compléter. C'est à force de jouer, toutes ces années à cultiver, réaliser des quêtes, pêcher, explorer, combattre et plein d'autres choses, qu'au final on se rapproche naturellement de la perfection, sans même s'en rendre compte. Et vous vous souvenez de ce rocher que je pouvais pas casser? Eh ben, il a disparu. Il fallait atteindre la perfection pour y accéder. Ce dernier petit chemin emmène au sommet de la montagne. Et il y a Léa qui m'attend en haut. Après toutes ces saisons passées, la ferme est parfaite. J'ai passé des dizaines d'heures à jouer et ça faisait longtemps qu'un jeu indépendant m'avait pas redonné cette sensation de jouer sans voir le temps passer. Et on repense à cette lettre, à mon grand-père qui avait tout compris avant moi. Et quand on passe devant cette tombe, on a l'impression qu'il veille sur nous, sur les habitants, les animaux et tout ce qu'on a bâti. Et on se dit que peut-être, finalement, la perfection, c'est pas d'avoir tout accompli, mais plutôt d'avoir trouvé un endroit où, enfin, on se sent chez soi.